Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20. On va parler de la génération Fire. Peut-être que vous en avez déjà parlé. Ça fera beaucoup de liens avec le premier épisode de notre podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à vous abonner également au podcast directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. Vraiment, je vous en remercie. Tout de suite, on lance l'épisode et juste avant, jingle. On commence du coup l'épisode avec la boom anecdote. Cette semaine, on a une chacun, je pense. Ouais, deux petites, mais deux vas-y. petites, ouais. Moi, du coup, j'étais en déplacement à Paris cette semaine pour mon travail et du coup, on était dans le coin de Meudon. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est le 94 et franchement, très belle maison. La cliente c'est vraiment un bien vraiment sympa. Il y avait vu sur la tour Eiffel et tout, c'était vraiment chouette. Bon, il n'y a pas grand chose à faire à Meudon, mais du coup par curiosité j'ai regardé le prix de l'immobilier et je crois qu'on avoisine les 12 000 euros du mètre carré. Ouais, c'est à peu près ça. Je trouve ça incroyable, sachant que pour revenir du coup sur Paris même, on a pris le taxi, je dirais à 18h, on a mis 1h20. Je me dis bon... C'est-à-dire que t'as vu sur Paris, mais c'est pas Paris même. Non, c'est pas Paris même. Après, c'est un peu la banlieue chic, donc en plus là-bas, t'as des très belles maisons, c'est Ouais, un peu c'était sur une vraiment colline, super, donc super bon, bien. tu me diras, ça justifie un peu le prix, mais c'est vrai que 12 000 euros du mètre carré, t'imagines, c'est-à-dire que t'as une maison de 100 mètres carrés, elle vaut déjà 1,2 million. Ouais, mais... Ça, c'est sans compter le jardin, les annexes et compagnie, quoi. En fait, dans le taxi, je me disais, je comprends pas l'engouement de Paris, tu vois. Il y a quand même des très très beaux monuments, tu vois, je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais rien que le monde, mon Dieu, le monde, je sais pas comment ils font les Parisiens dans... C'est vrai que c'est un délire. Moi, j'en avais parlé il y a deux épisodes, ou un épisode. Ouais, c'était l'épisode dernier où effectivement, moi aussi, j'avais eu la même impression que toi. Après, c'est vrai que par contre, pour connecter, pour rencontrer des gens, quand tu veux faire du business, etc. Par contre, Paris, pour le coup, Et ouais, mais c'est pas Montpellier, quoi. Ouais, mais en fait, je me dis, si t'habites pas à Paris intramuros, donc j'imagine que c'est aussi cher que Meudon, tu vois. Si t'habites pas à Paris intramuros, en fait, tu mets des plombes à faire les choses. Tu dois. Oui, c'est les distances, toujours transport en commun, Et parce ouais, qu'il mais faut oublier la en voiture. distance, c'est pas tant que ça, tu vois. C'est surtout le temps et comment tu dis, le trafic. Vraiment, il faut pénétrer le truc, quoi. Moi, j'avais testé le vélo électrique. Vraiment, je le recommande dans Paris, ça marche bien, on se fatigue pas et on va très vite d'un point A à un point B. Donc voilà, moi, c'était ma petite boom anecdote où je me dis, c'est incroyable de payer 12 000 euros de mètre carré pour la... Après, je sais qu'il y en a qui adorent Paris et tout ça, mais c'est vrai que on a eu de la pluie pendant 4 jours, il faisait beaucoup plus froid que Montpellier. Donc, Nous aussi, on a eu de la pluie, hein, donc je pense que sur ce coup-là, on était à égalité. Moi, c'est surtout cette semaine, ça fait un peu le lien, je pense que dans un épisode où on avait parlé du financement bancaire, je vous avais dit qu'il fallait vraiment être sympa avec votre banquier et que vous pouvez vous le mettre dans la poche, il pouvait vraiment vous aider énormément. Justement, cette semaine, je sais pas, j'ai eu la collection des relous qui me harcèlent et qui sont extrêmement désagréables et en fait, ils font tout l'inverse de ce qu'il faut pour qu'on fasse avancer leur rappelle un peu boulot. le contexte, c'est que toi, tu as normalement des portefeuilles où il y a quand même pas mal d'argent. Enfin, je veux dire, Oui, c'est des c'est gens tout à avec... fait, c'est les plus gros clients de la banque. Donc, les On gens- est sur de la banque privée, donc des clients très patrimoniaux avec qui sont soit chefs d'entreprise, qui ont souvent déjà cédé leur entreprise, soit éventuellement des gros héritiers ou des grosses professions libérales. Donc quand ils tombent dans ton éventuellement. portefeuille, normalement, c'est qu'ils ont quand même un peu de billes à faire et Tout un à peu fait. de billes à placer. Tout à fait. Et puis qui connaissent surtout la banque parce que forcément c'est des gens qui sont multibancarisés, qui ont énormément d'épargne à l'intérieur et effectivement ils voient un petit peu comment ça fonctionne. Mais bon, sans rentrer trop dans les détails, j'ai eu 3 clients qui ont eu 3 problèmes différents à gérer, mais à chaque fois des problèmes, soit de délai, soit des problèmes d'ordre administratif. Ça, j'ai envie de te dire, ça arrive à tout le monde et puis même c'est notre quotidien de gérer ce genre de choses. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que les 3 ont été extrêmement désagréables. À coup de, je vais clôturer mes comptes et je m'en vais. Bon, ça à la limite, si c'était que ça va. Mais il y en a un qui m'a dit, vous devriez dire à tous vos collègues que ce sont tous des fous. Il y en a un qui m'a menacé de venir à l'agence faire un scandale. Alors bon, il l'a formulé de manière un peu plus agressive, mais voilà. Enfin bon, bref. En plus, vraiment, on était sur des choses qui étaient absolument pas graves et où encore une fois, la qualité du service derrière y était. Donc après, je peux m'imaginer que des fois, tu perds un peu de temps. Tout le monde et nous-mêmes sur nos dossiers de crédit, qu'est-ce qu'on a déjà perdu comme temps avec la banque? Et je sais à quel point c'est énervant. Mais encore une fois, être aussi agressif et déplacé
vis-à-vis de ses collaborateurs, des gens avec qui on travaille, et là en l'occurrence de la banque, c'est juste le meilleur moyen de faire en sorte que les gens en face, ils mettent votre dossier dans un coin et qu'en fait ils s'en occupent plus et que ça aggrave même la situation. Donc j'arrive pas à comprendre que même des gens qui pourtant ont réussi dans le business ne comprennent pas qu'en fait en ayant juste sympathique et cordial avec les gens avec qui tu travailles, tu peux avoir tellement plus d'eux. Donc voilà, moi c'était... Après, ça, pourquoi ça fait la boom anecdote, c'est que je vous le fais en mille, ce sont des boomers, donc c'est vrai qu'avec cette génération-là, moi personnellement j'ai l'habitude de travailler ainsi, c'est vrai qu'avec les plus jeunes c'est plus simple. Après les gens ils sont nerveux d'une manière générale, je sais pas si tu dois le ressentir, mais moi aussi je le sens dans mon portefeuille de clientèle. Les gens ils sont vachement plus nerveux et tout leur fait péter un plomb, mais c'est vrai qu'il y a une petite catégorie d'âge qui perd un peu plus patience que d'autres. Ouais, exactement, qui a tendance à sortir de ses gonds très rapidement, et ça c'est aussi parce que malheureusement des fois c'est un peu le déséquilibre qu'on peut avoir dans ce genre de domaine où ils ont été habitués, où le seul moyen d'avoir de l'efficacité en face c'était de gueuler, alors que bon, normalement effectivement nous on est les premiers aussi à se rendre compte que des fois les gens font pas bien leur boulot et que c'est très désagréable et t'as l'impression que si tu gueules pas ça avance pas. Donc bon, je les comprends un petit peu, mais voilà, il y a quand même des limites à avoir, et soyez cordial avec les gens avec qui vous travaillez. Oui, et puis en fait, je pense aussi qu'ils viennent d'une époque où les choses étaient peut-être pas aussi compliquées, tu vois. Je sais pas vous, mais par exemple, là en ce moment, dès qu'on doit avoir une réponse des impôts, du notaire, en fait, on est obligé de relancer, sinon rien ne bouge. Et bon, moi, je le prends avec philosophie parce que en fait, je vais pas m'énerver 3 fois par jour, tu vois. Les choses. Et voilà, puis en fait, je me doute que les gens derrière, pour avoir un métier très administratif, je me doute que les gens derrière sont vraiment débordés, en fait. Et des fois, je comprends pas que les gens plus âgés disent, moi, je comprends pas de mon époque. En fait, les choses ont évolué. Entre-temps, il y a des process qui sont ajoutés. C'est ça, c'est que les procédures se sont alourdies, la paperasse est alourdie, la France est très bureaucratique et du coup, faut comprendre qu'on fait ce qu'on peut, quoi. Derrière, il y a quand même des humains avec qui on rajoute toujours plus de travail, et surtout sur des tâches de merde, tu vois. Donc voilà, c'est tout. Bon, parfait. Moi, après, la deuxième petite anecdote que j'avais, c'était plus sur un podcast que j'ai écouté cette semaine, qui m'a donné l'idée de l'épisode d'aujourd'hui. Donc cette semaine j'ai écouté l'épisode d'un autre podcasteur que j'aime bien, qui s'appelle Bye Bye Patron, qui a reçu Guillaume Angot, qui est un jeune qui a fait un peu comme nous. Bon, il est un peu plus âgé que nous, il a 30 ans à peu près, mais il a fait un peu comme nous, c'est-à-dire qu'il a eu envie de quitter le Boomer Dream et sortir de la rat race le plus vite possible. Et donc ils ont parlé vachement de la génération FIRE. Donc en français c'est indépendance financière. Fais-nous le non, beau, ça va, le je bel ferai accent. pas l'accent anglais sur l'abréviation, mais voilà, en français c'est indépendance financière, retraite anticipée. Donc c'est clairement ce qu'on fait, mais il m'a vraiment attiré l'œil sur le fait qu'il y avait deux philosophies finalement sur arrêter son job, vivre autrement et arrêter de dépendre de cette société de consommation dans laquelle on est. Et c'est vrai que j'avais pas réalisé avant à quel point ces deux philosophies étaient assez différentes, et que nous finalement dans ce podcast on donne vraiment notre philosophie, et lui avait l'autre philosophie, et j'ai trouvé intéressant aujourd'hui de vous en parler parce que peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont se dire que cette autre philosophie vous correspond plus. Donc pour la résumer un petit peu, en fait nous on a l'approche qui est très financière, donc on en avait parlé à l'époque notamment du livre Père riche Père pauvre, donc c'est Robert Kiyosaki qui est un peu, on va dire, la référence sur ce qu'on fait, c'est-à-dire créer suffisamment de capital pour vivre de ses rentes, qu'elles soient financières, immobilières, et toujours se faire en sorte que nos revenus de notre patrimoine soient supérieurs aux dépenses qu'on a besoin pour vivre. Mais on n'est pas nécessairement dans un objectif de baisser nos dépenses de vie. Enfin, là, en tout cas, pour se lancer, oui, parce que ça permet de mettre plus d'épargne de côté. Mais à terme, le but, c'est qu'une fois qu'on quitte notre job, on peut vivre à peu près comme on veut sans trop se poser de questions, et on fera toujours en sorte d'avoir plus de rentes que de dépenses. Oui, et puis nous, on le fait aussi dans le but d'augmenter un peu notre qualité de vie et notre train de vie, non ? Oui, c'est ça, et tout à fait. Donc c'est aussi le deuxième objectif, parce que c'est vrai que ça on en avait parlé, mais c'est qu'on était déçus des rémunérations qu'on avait avec nos niveaux d'études et de responsabilité, et que le fait d'investir, de se créer un capital, c'est aussi un moyen d'augmenter ses revenus. Donc c'est justement ça qui est mis en avant dans l'approche financière. Et du coup, c'est quoi l'autre approche du mouvement FIRE ?
C'est une approche qui est beaucoup plus frugaliste et qui est avant tout pensée sur diminuer son train de vie et les besoins qu'on a pour vivre. Donc en fait, on est un peu à l'inverse de nous qui faisons en sorte d'augmenter notre niveau de vie in fine. Là, on est plutôt déjà dans une approche de baisser son train de vie. Donc ça va commencer par exemple, la personne qui t'a interviewé dans le podcast, elle avait déménagé dans une région de France où l'immobilier coûtait quasiment rien, où on peut avoir une maison sympa pour 200 000 €, où on a de la place pour avoir son propre potager, où c'est vrai que comme on est plutôt dans des petites villes, bon, même si forcément il y a des dépenses, un coût de voiture, etc., on va dire que grosso modo on est parmi les coins de France où le coût de la vie est le moins cher. Il avait déjà des enfants en plus, non? Il avait déjà des enfants, exactement. Ouais, ok. Donc effectivement, en plus, pour l'aspect cadre de vie, quand on veut quitter les grandes villes, c'est sûr que c'est plus sympa que de rester, comme on disait tout à l'heure, à Paris, si c'est pas notre délire. Effectivement, aller vivre dans un petit village à la nature et au grand air, c'est quand même plus sympa. Mais là où j'ai vraiment vu une énorme différence par rapport à notre stratégie, c'est qu'en fait, lui, du coup, a quitté la rat race en 2 ans. Donc c'est parmi les records et ça va un peu à l'inverse de ce qu'on vous dit toujours dans ce podcast, que c'est pas possible de le faire dans 1 an ou 2. Lui l'a fait en 2 ans, mais en fait avec une approche qui est vachement différente. C'est-à-dire que lui ne vit pas que de ses rentes, il vit aussi de la consommation de son capital, qui fait une différence de malade. Du coup, il a fait quoi concrètement? Il a acheté des biens et il les a revendus, c'est ça? Non, il s'était constitué un patrimoine exactement comme on fait. Donc lui, il avait pas fait de crypto-monnaie, il avait plus fait de la bourse, donc il avait investi sur les marchés actions et il avait acheté des appartements. Après, forcément, en 2 ans, il n'en a pas acheté 20, il en avait acheté 5. Ce qui est déjà bien. Il s'était associé avec son frère, donc ça représentait, il avait acheté des colocations dans des grandes villes, donc ça faisait quand même 1 million emprunté à 2 en 2 ans, ce qui est quand même très bien. Mais c'est sûr qu'avec 500 000 € investis, donc si on divise par 2, ça fait 500 000. Donc c'est sûr qu'avec 500 000 € investis dans l'immobilier, ça suffit pas pour vivre uniquement des loyers jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il y a quand même les crédits à payer et qu'en plus, les colocations, ça dépend des taux de rendement. Mais en général, dans les grandes villes, on approche 8, 9, 10%. Il n'avait pas parlé de taux de rendement, mais il disait qu'il avait un petit cash flow sur ses investissements. Et du coup, effectivement, lui ne vivait pas uniquement de ses loyers et des différentes plus-values ou dividendes qu'il pouvait avoir de ses investissements actions, mais il avait calculé que au bout d'un certain nombre d'années, il allait pouvoir revendre les biens immobiliers qu'il avait achetés. Donc effectivement, ça on en avait parlé, et tu as fait un très bon post Instagram là-dessus qui résume que quand tu achètes un bien immobilier, tu as une partie de ton enrichissement qui va à la banque, en fait, qui va dans le remboursement du prêt que vous avez mis. Donc forcément, si par exemple vous avez acheté un bien immobilier de 200 000 €, vous avez fait un prêt de 200 000, d'année en année, le montant de cette dette va diminuer et probablement que le prix du bien immobilier va un peu augmenter. Donc au bout de 3, 4, 5 ans, 6 ans, vous avez un différentiel entre ce qu'on appelle votre loan to value, donc le prix de votre bien immobilier que si vous le revendiez sur le marché, et le remboursement de votre dette qui est inférieur. Et donc il a calculé que à un certain nombre d'années, il pouvait vendre les biens immobiliers qui avaient commencé à se rembourser, et qu'en gros, jusqu'à sa retraite ou plus ou moins jusqu'à sa mort, le fait de liquider comme ça son parc immobilier, de liquider ses différents actifs, ça lui permettrait de lui lisser un revenu dans la durée. Et ça, j'ai trouvé que c'était une approche qui est complètement différente de nous, parce que nous, à l'inverse, on est vraiment dans une optique d'augmenter le patrimoine et de créer suffisamment de rente pour pouvoir en vivre. Lui, il est dans une logique d'avoir juste suffisamment de capital pour pouvoir manger le capital quand même et d'en vivre suffisamment longtemps. Mais du coup, il risque de manquer peut-être un jour, non? Justement, c'est là où toute la difficulté se fait et où effectivement, moi, j'ai la même approche que toi. Bon, c'est normal, on est ensemble et on investit dans la même optique. Mais oui, moi aussi, j'aurais peur de me tromper dans mes prévisions. Ouais. Après, lui explique que la manière dont il fait ses calculs, en fait, il prend des hypothèses qui sont très pessimistes. Donc, à la fois sur le remboursement des biens, y compris sur le cash flow qu'il dégage. Donc, en fait, il prend toujours des marges de sécurité en se disant, on part sur des hypothèses pessimistes, on voit ce qui se passe, et effectivement en se basant sur des hypothèses plus optimistes, il a peut-être besoin de vendre son bien moins vite, ou en tout cas peut-être qu'au lieu de vendre tous ses apparts, peut-être qu'il en vendra que 3 ou peut-être que 4 d'ici on va dire la fin de sa vie. Donc il a fait tout un tas de calculs et effectivement le risque c'est de se tromper. Mais après, une fois que c'est réfléchi et qu'on est à l'aise avec ça, je vois pas où est le souci. Par contre, effectivement, il faut être à l'aise. Et moi, pour le coup, je serais pas du tout à l'aise dans cette optique. Ok. Tu penses qu'il y a une approche qui est mieux que l'autre ou pas du coup? Parce que ça dépend. Enfin, je sais pas. Il y en a une qui se conseille plus que l'autre.
Parce que je sais que nous, ça peut être dur, mais... Oui, parce que c'est très long. C'est long, en fait, alors qu'au final, 2 ans, c'est rien dans une vie. Exactement. Ça peut être vite, 2 ans, ça peut aller très vite, hein, parce qu'on se rend pas compte, mais 2 ans, quand on est salarié, bon, si maintenant, ça fait peut-être déjà quelques 2, 3, 4 ans que vous travaillez, vous vous rendez compte que 2 ans de plus, ça peut aller très vite, si par exemple vous démarrez de zéro, ou peut-être que si vous avez démarré, que vous avez déjà mis des choses en place, en moins de 2 ans, vous pouvez terminer ce qu'il faut pour pouvoir choisir cette hypothèse-là. Donc, je pense vraiment que cette approche-là de l'hypothèse qu'on peut appeler un peu plus frugaliste, c'est-à-dire de forcément caper un peu son niveau de vie, parce que par contre, dans le cas qu'on a évoqué, forcément, vu qu'il fait des prévisions, il fait quand même des prévisions sur ce qu'il a besoin pour vivre. Donc, naturellement, t'es un petit peu coincé sur le montant maximum que tu peux utiliser, parce que si tu commences à dépasser, à augmenter ton niveau de vie, naturellement tu n'auras plus assez de capital pour tenir jusqu'au bout. Donc par contre tu es vraiment, on va dire, bloqué sur le niveau maximum que tu peux dépenser. Oui, et puis l'autre inconvénient que je vois, après je dis pas que c'est pas bien cette technique ou quoi, mais l'autre inconvénient que je vois, c'est imagine t'as un changement de vie un peu imprévu, je dirais par exemple, bon forcément c'est des cas soit joyeux soit pas joyeux, mais je sais pas, ton conjoint il est accidenté de la vie, bon voilà, il y a des grosses charges qui se rajoutent, même s'il y a la sécu qui compense un peu, c'était pas prévu sur le truc et tu vois t'es pénalisé. Ou au contraire par exemple, ta femme elle est enceinte de jumeaux, bam, 2 enfants de plus à nourrir. C'est pour ça que quand tu fais ces hypothèses-là, c'est ce qu'il expliquait, il s'est assuré d'avoir vérifié ses points avant. C'est-à-dire que il a 2 enfants, il savait déjà qu'il avait 2 enfants et qu'il en aurait pas un de plus. Effectivement, tu parles de l'invalidité du conjoint. Après, bon, ça, il l'a pas évoqué. Mais bon, quand tu t'es endetté pour de l'immobilier, en général, t'as quand même des assurances emprunteurs qui peuvent concerner le décès ou l'invalidité, donc ça c'est toujours effectivement à prendre en compte. Donc ça je suppose qu'il l'avait capé parce qu'il l'avait vérifié, parce que ça il en a pas parlé, mais comme tu dis, d'autres accidents de vie, on peut parler d'un divorce par exemple, qui est toujours potentiellement possible aussi, qui peut remettre beaucoup de choses en question. Après lui, ce qu'il expliquait aussi, c'était que voilà, il avait fait ce choix là et que si un jour il devait retourner travailler pour relancer la machine, ça allait pas le tuer et qu'il était prêt. Donc tu vois, il y a aussi on va dire c'est vrai, il y a ce joker là que tout le monde a tant que voilà t'es en bonne santé, que t'as tes diplômes. En plus lui était très bien diplômé, donc quoi qu'il arrive il retrouverait du boulot sans souci. Et il avait en plus, ça il en a parlé à la fin, mais il s'était créé une autre activité, donc finalement il générait des revenus avec sa nouvelle activité. Donc ça c'est tout un tas d'éléments qui faisaient que je suis pas inquiet pour lui, mais quand même dans la démarche philosophique je voyais une très grosse différence par rapport à nous. Mais l'avantage c'est qu'avec lui ça va très vite. Ouais, parce que c'est pas plus bête non plus. Au final il a sécurisé quelques années de sa vie, le temps de faire ce qu'il aime et surtout de pouvoir dégager des revenus, parce que je suppose que personne ne reste à glander toute la journée, forcément au bout d'un moment. Au bout d'un moment, forcément tu recrées un truc. Voilà, donc mais ça lui a laissé au moins le temps, par exemple, je suppose, de s'occuper de ses enfants. Exactement. Et d'avoir le temps du coup de lancer son activité sans se soucier de l'argent. Oui. Au final, c'est peut-être pas si bête que ça quand même. Oui, et je pense même que tu vois, par exemple pour quelqu'un qui aurait un tout début de vingtaine, peut-être 20, 22, 24 ans, et qui hésiterait à se lancer là-dedans un peu comme nous, en se disant que ça prend du temps et que finalement c'est pas que tu gâches tes plus belles années de vie, mais c'est que tes plus belles années de vie, tu les passes à travailler très dur et que tu profiteras après. Ça peut être un intermédiaire où tu te dis ok, je commence à investir, je mets en place la machine, je m'assure d'avoir déjà un capital suffisant et d'avoir mis en place les premières bases. Je mets ça en 2 ans en place. Là, je suis toujours dans ma milieu de vingtaine par exemple. Je peux commencer à vraiment profiter de ma vie, profiter jusqu'à mes 30, 35 ans peut-être, et peut-être qu'à partir de 30, 35 ans, je recommence à me mettre au charbon plus sérieusement pour m'assurer, je veux dire, le reste de ma vie, le capital suffisant. Tu vois, je pense qu'il peut y avoir une solution un peu intermédiaire. On aurait pu faire ainsi, d'ailleurs on y avait réfléchi, mais c'est vrai qu'on n'a pas choisi. Nous on a choisi l'autre approche qui est plus financière et de travailler le plus dur qu'on pouvait, le plus longtemps possible, pour qu'une fois qu'on arrête, on sait qu'on arrête définitivement. Avec bien sûr il peut toujours y avoir, comme on le dit, il peut toujours y avoir des accidents et on pourra peut-être retravailler si un jour c'est pas, on se l'interdit pas non plus, mais c'est quand même, on est de plus en plus serein. C'est ça là-dessus, et on sait que quoi qu'il arrive, on aura travaillé normalement assez pour pas arriver là. Puis on s'est enrichi considérablement, surtout en fait. Donc qu'est-ce qui peut arriver Oui, après c'est un accident de vie, ok, mais après. C'est ça.
Après, c'est plus aussi des désirs en fonction du lifestyle. Ça aussi, on en avait discuté, de savoir combien on visait pour vivre correctement. Ça, c'est à vous de le définir. Est-ce que vous avez besoin de 2000, est-ce que vous avez besoin de 4000, est-ce que vous avez besoin de 10 000 euros ou plus? Ça dépend énormément de ce que vous décidez. Je pense que la partie introspection, du coup, avant de quitter le Boomer Dream, elle est fondamentale. Parce qu'il y en a, ils peuvent se dire, oh, on va faire 2-3 immeubles, ça va être sympa. Et... Effectivement, elle est fondamentale et ça, on en avait déjà parlé entre nous. On n'avait pas parlé sur ce podcast, mais vraiment, quand on vous parle d'état d'esprit ou de mindset, c'est hyper important et vous pouvez pas commencer à mettre en place les choses tant que c'est pas très clair pour vous ce que vous faites. Et tant que vous n'avez pas défini quels sont vos objectifs et quels moyens vous allez mettre en face, c'est très compliqué d'avancer. Et effectivement, comme tu dis, c'est vraiment une question importante à se poser et de vous faire des plans. Mais, et ça c'est bien le mais qui est important, effectivement quand on commence, c'est quasiment impossible de savoir combien de temps on va mettre parce que il y a plein de hasards. Tu vois, la dernière fois on parlait un peu de la vision de la chance. Oui, vous pouvez estimer que vous aurez plus ou moins de chance, que vous ferez des investissements qui seront plus ou moins rentables, que vous aurez un peu des coups du sort en bien ou en mal sur votre trajet. Donc c'est compliqué si vous partez de zéro de savoir parfait, dans 2 ans je sais que j'aurai tant de patrimoine ou dans 5 ans j'aurai tant. Ça c'est quasiment impossible. Par contre, ce que vous pouvez vous dire, c'est que très bien, je pars pour 2 ans, je mets cette roadmap en place pour 2 ans de savoir je vais investir dans ça, et dans 2 ans il faut par exemple que j'ai 5 biens immobiliers pour reprendre l'exemple de l'investisseur dont on parlait. Et au bout de 2 ans, vous vous dites finalement j'ai quand même déjà beaucoup travaillé, j'ai quand même déjà un bon capital, je décide de profiter vraiment de ma jeunesse et des années de vie que j'ai devant pour vraiment vivre du mieux que je veux, parce que de toute façon j'ai pas besoin d'un trop gros lifestyle pour être très heureux, et vous reportez peut-être à plus tard le fait de faire encore plus de patrimoine pour peut-être quand vous serez plus vieux, que vous aurez des enfants, une femme, etc. Ou à l'inverse, une fois que vous avez 2 ans, vous dites j'ai accompli ça en 2 ans, maintenant dans les 2-3 ans qui viennent, il faut que j'arrive à faire encore plus, et au bout des 3 ans qui suivent, ça fera 5 ans que j'investirai, et là j'aurai fait assez pour pouvoir vivre de mes rentes sans altérer mon capital. Ça s'applique aussi du coup aux indépendants, parce qu'on parle beaucoup des salariés, parce que c'est notre catégorie pour l'instant, mais ça 3 ans ça va très vite aussi, c'est ce qu'il vous faut en tant qu'indépendant pour obtenir des prêts. Honnêtement, vous c'est même plus bénéfique que ça, parce que du coup une fois que vous avez vos 3 ans, vous pouvez continuer sans jamais vous arrêter vu que vous êtes déjà dans votre activité. Oui, et je dirais même que ça c'est un gros avantage. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte pour les indépendants, mais là il y a une carte encore plus forte pour les indépendants, et là tous les indépendants qui nous écoutent et qui des fois nous disent qu'on n'en parle pas assez, celle-là vraiment retenez-la, c'est que quand on est salarié, on est bloqué sur notre salaire. Donc oui, on en avait parlé, de essayer de trouver le meilleur job avec la meilleure rémunération que vous pouvez avoir. Ça, c'est important de le mettre en place. Mais une fois que vous êtes indépendant, en fait, en théorie, sauf cas particulier, vous pouvez travailler autant que vous voulez. Donc si vous voulez vraiment vous arracher, et au lieu de faire simplement un 35 heures, vous voulez travailler 50, 60 heures, parce que vous savez que votre taux horaire il est efficace, et que en faisant 60 heures, peut-être en tant que kiné, en tant que médecin, en tant que orthoptiste ou psychologue, ou peu importe la profession, si vous arrivez peut-être à, faire du 50 € de l'heure et que vous travaillez 60 heures semaine, vous savez que vous allez approcher à peu près les 10 000 € par mois. Certes, il y en a une bonne partie qui va partir aux impôts, mais il va vous rester à peu près 6 000 € net. Ces 6 000 € net, si vous vivez de manière correcte, vous pourrez peut-être en mettre 3 500 voire 4 000 de côté. Et parce que du coup, les indépendants, il n'y a pas de plafond. Nous, en tant que salariés, on a quand même un plafond. Alors nous, notre avantage, c'est qu'on peut obtenir des prêts plus rapidement. Mais par contre, c'est vrai que les indépendants, ils ont cet avantage d'avoir du coup des revenus qui peuvent être exponentiels et emprunter comme ils veulent dans la foulée, quoi. Et moi, je pense vraiment si j'avais été une profession libérale, peut-être qu'on aurait fait moins d'IMO parce que ça aurait été plus compliqué de faire des prêts, qu'on aurait peut-être dû attendre les 3 ans pour faire des plus gros projets, parce qu'en vrai, même si vous n'avez pas des 3 ans en tant que profession libérale, c'est possible de faire des prêts, il faut des prévisionnels. Prévisionnel qui coûte 350 € en retard. Voilà, là vous avez votre comptable qui se frotte les mains, qui est très content de vous facturer, et donc c'est quand même possible, mais ça aurait été un peu plus compliqué. En revanche, l'épargne qu'on aurait générée de nos revenus aurait été nettement plus importante. Et par exemple, pour reprendre en ce moment les crypto-monnaies, où on commence en plus, ça fait la petite parenthèse, mais on commence à voir des signaux techniques de début de bull run. Honnêtement, si vous arrivez à mettre 4 000 € de côté par mois en tant que profession libérale, vous mettez 2 000 € sur les cryptos, 2 000 € en bourse tous les mois, franchement, en 2 ans, vous avez déjà un capital qui est très impressionnant.
Et ça, c'est vraiment des solutions que vous pouvez mettre en place. Et effectivement, peut-être que vous serez pas un investisseur qui fait beaucoup d'IMO, vous serez peut-être plus un investisseur qui fait de la bourse ou de l'investissement sur le marché des cryptos. Mais vraiment, ça peut être un gros game changer pour vous. Je dirais que du coup, pour conclure, il n'y a pas une bonne manière de quitter le boomer dream. En vrai, ça dépend un petit peu du niveau de vie que vous voulez, du lifestyle. Et au final, on se rend compte qu'il y a plusieurs stratégies, tu vois, parce que tu m'en as parlé du mouvement FIRE, je voyais vite fait ce que c'était. En fait, le mouvement FIRE, c'est nous, tu vois, c'est ce qu'on fait. Non, mais dans le de l'autre approche, voilà, je suis d'accord. Parce que moi aussi, j'avais ce truc, je voyais qu'une seule approche, je voyais que celle qu'on fait, et où en fait, ton calcul est assez simple, c'est tu te dis, bon ben voilà, moi je veux tant par mois pour vivre, il faut que j'arrive à générer un niveau de patrimoine avec un niveau de cash flow et de revenus nets tous les mois qui correspondent à ce niveau de vie que je veux, avec une petite marge pour pouvoir soit investir un peu plus, soit être serein. Et je voyais pas d'autre solution. Alors qu'effectivement, il y a cette solution-là qui existe, de revoir à la baisse le montant du capital qu'on a besoin, parce qu'en fait, on ne vivra pas que des revenus du capital, mais on va également manger mois après mois, année après année, le capital constitué, en se disant que finalement, jusqu'à la fin de sa vie, on arrive à zéro, quoi. Sachant que ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte, c'est que forcément, si vous êtes sur des revenus du capital qui sont plus faibles, vous avez une fiscalité également qui est plus faible. Donc vous allez moins payer d'impôts, donc en théorie, vous avez besoin de moins générer de cash pour avoir le même niveau de vie, le même revenu net. Également, ça, il en parlait aussi. Moi personnellement, c'est pas une approche que je suis parce que ça nous bloque un petit peu, et moi j'aime jamais trop faire confiance à l'État, mais c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de revenus, il en parlait, il est éligible à certaines aides sociales, donc c'est un peu une manière. Bon, il y en a qui pourraient dire profiter du système. Moi j'aime toujours dire que tant que c'est possible, faites-le, quoi. Faites-le, vous cotisez de toute manière. C'est ça, vu tout ce que l'État vous prend, quand vous pouvez en récupérez-le. Mais c'est vrai que moi j'aime pas me dire que je vais devoir compter sur l'État pour avoir une partie de ma rémunération tous les mois, et qu'en plus si un jour on veut s'expatrier, à moins d'aller dans un pays où le niveau de vie est moins cher, ça nous bloque, parce que le jour où vous quittez la France, vous n'avez plus accès à ces aides-là. Donc voilà, c'est aussi moi un autre élément qui fait que j'abonde pas vers cette approche plus frugaliste où vous allez manger votre capital. Il parlait aussi des événements de vie que certains parfois peuvent mettre dans leurs projections, mais que par contre nous on a complètement mis de côté. C'est les trucs du type héritage. Parce que c'est vrai que ça arrive à un moment de la vie, mais bon, moi j'aime toujours dire que les petits boomers, ils vivent vieux. Ils vivent vieux, et puis les boomers de votre famille, vous les aimez, vous voulez qu'ils vivent le plus longtemps possible. On compte pas sur leur héritage. C'est ça. Et puis moi je suis très bien placé dans mon métier pour me rendre compte qu'aujourd'hui les héritages arrivent extrêmement tard, parce que le fait que les gens vivent vieux, particulièrement chez les CSP+, donc en fait quand il y a un héritage, souvent la personne va vivre plus vieille, parce que naturellement elle a eu un travail qui a été moins pénalisant, bon, sauf accident, sauf maladie très grave, mais voilà, en général on se rend quand même compte que les gens qui sont plus aisés vivent plus longtemps. Mais là je vois souvent par exemple des gens qui vivent jusqu'à 90 ans, et quand vous vivez jusqu'à 90 ans, si vous avez eu votre enfant à 25 ou 30 ans, il a entre 60 et 65 ans. Donc 60-65 ans pour toucher un héritage, c'est assez tard, et en général ils sont déjà à la retraite, donc ils en ont pas besoin, ils le mettent sur des placements financiers, et c'est finalement normal qu'ils aient pas fait de projection dessus, parce que ça arrive à un moment de leur vie en plus où ils ont plus besoin d'augmenter leur capital. Et puis après, tout le monde n'a pas de choses à hériter, tu vois. Il y a la génération d'avant, forcément il y a de l'héritage parce qu'il y a de la valeur créée dans les biens, etc. Mais il y a beaucoup de personnes de cette génération d'avant qui payent tout à crédit. Donc en réalité, des fois aussi, c'est vrai que le montant moyen d'une succession en France, je crois que c'est 30 000 euros, quelque chose comme ça. Alors c'est pas mal, on peut pas dire. Non, mais le souci, c'est qu'en fait c'est une moyenne, donc il faut toujours se méfier. C'est comme le revenu moyen, c'est-à-dire que pour avoir 30 000 euros de moyenne, vous avez peut-être 60% des successions qui vont quasiment rien laisser, parce que les gens avaient pas de patrimoine, ou alors il y a beaucoup d'héritiers, donc à la fin il reste quasiment rien. Et c'est surtout que de l'autre côté, vous avez des successions en France qui valent plusieurs milliards ou centaines de millions d'euros. Donc en fait, c'est quand on fait la moyenne de tout ça qu'on revient à 30 000. Donc il faut se dire que majoritairement en France, on n'hérite pas de grand chose. Un dernier mot pour conclure du coup ? Moi je conclurai sur le fait que vous posez pas trop de questions sur cette approche-là. On a voulu faire un épisode intéressant là-dessus parce que c'est des philosophies qui sont importantes
quand vous avez commencé à investir et que vous vous demandez à quel moment je pars, en fait, c'est surtout ça, c'est à quel moment je quitte mon job, je quitte la rat race et ça y est, je vis du travail que j'ai accompli, des investissements que j'ai mis en place. Mais quand vous êtes, on va dire, à l'étape 1 qui est se lancer, là, le plus important, en fait, c'est de passer à l'action et c'est de se mettre un premier cap à 1 an, 2 ans, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce laps de temps. Et pour moi, c'est ça vraiment le mot de la fin, c'est lancez-vous, mais quand même faites en sorte de avoir les bases en termes d'état d'esprit, de savoir pourquoi vous allez vous lancer, définissez votre projet, vos objectifs, et au bout de 2 ans, refaites un point de savoir est-ce que effectivement vous choisissez une approche plus rapide pour profiter plus rapidement, ou est-ce que vous mettez des coups de cravache pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais que après vous êtes vraiment tranquille avec un très beau niveau de vie. Je pense que ça peut nous faire le mot de la fin. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao.